La pièce sentait l'antiseptique et le café éventé, le genre d'odeur qui s'accroche aux endroits où les villes sont disséquées en silence. J'étais assis en face du colonel Howard, dans un bureau faiblement éclairé, au plus profond des entrailles d'une installation militaire dont je n'étais pas autorisé à connaître le nom. Son expression était indéchiffrable, un masque d'autorité et d'indifférence qui ne laissait rien présager des horreurs dont nous allions parler. J'ai été convoqué pour apporter mon témoignage, mais je connaissais déjà la vérité. Je n'étais pas ici pour la vérité. J'étais là pour répéter l'histoire qu'ils voulaient qu'on leur raconte. Le crash du vol 927 de Jeju Air a été officiellement déclaré comme une défaillance catastrophique des systèmes. C'est la phrase qu'ils ont utilisée, froide et clinique, réduisant la terreur de 181 personnes à une note de bas de page dans l'histoire de l'aviation. Aucune mention n'a été faite des cris des passagers, des appels à l'aide frénétiques des hôtesses et stewards, et certainement pas de la chose qui est sortie de la soute. Commençons par le commencement, dit Howard en faisant glisser un bloc-notes vierge sur le bureau. Son stylo a cliqué avec une finalité presque moqueuse, comme si le son lui-même pouvait effacer ce que j'avais vu. Dites-moi ce que vous savez. J'ai fixé le bloc-notes, le vide de ses pages reflétant le creux de ma poitrine. Pendant un instant, j'ai envisagé de jouer le jeu, de leur donner la version aseptisée qu'ils voulaient. Mais les images ne me quittaient maintenant pas. Les corps brisés, les épaves tordues, la chose qui défiait toute logique et toute raison. J'ai levé les yeux vers Howard, la voix ferme, malgré les tremblements de mes deux mains. « Vous ne voulez pas savoir ce que je sais, colonel. » Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux, de l'impatience peut-être, ou de l'agacement. « Ce n'est pas à vous de décider, docteur. Tenez-vous en au fait. » J'ai pris une profonde inspiration, les souvenirs remontant comme une inondation qui avait été tenue à distance pendant trop longtemps. « Les faits, ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure. Les faits sont que le vol 927 ne s'est pas écrasé à cause d'une défaillance technique. Il s'est écrasé parce qu'il y avait quelque chose dans cet avion, quelque chose qui ne devrait pas exister. » Howard s'est adossé à sa chaise, son stylo posé sur le bloc-notes. Continuez. Les premiers rapports sont arrivés le matin suivant le crash. Je me trouvais dans une base voisine, où l'on nous a dit qu'un avion civil s'était écrasé près de l'aéroport de Muang. À l'époque, tout ce que nous savions, c'est que l'avion avait eu un problème mécanique et que les secours étaient en route. J'ai été affecté à l'équipe médicale chargée de récupérer les survivants et d'évaluer les blessés, une tâche sinistre mais routinière. Lorsque nous sommes arrivés sur le site de l'accident, la scène était tout sauf routinière. L'épave était éparpillée dans une forêt dense, le fuselage ouvert comme une boîte de conserve. Des feux couvaient encore parmi les débris, projetant des panaches de fumée noire dans le ciel couvert. La puanteur du métal brûlé et du kérosène était accablante, mais elle n'était rien comparée au carnage. Les décors étaient restés partout, tordus et brisés, certains encore attachés à leur siège, tandis que d'autres avaient été projetés hors de l'épave. J'avais déjà vu la mort auparavant, des soldats déchiquetés par des engins explosifs improvisés, des civils pris dans le feu croisé de guerre qu'ils n'avaient pas demandé. Mais c'était différent. Il y avait une violence, une sauvagerie qui ne correspondait à aucun des accidents d'avion que j'avais vus. Et puis, il y a eu les corps dans l'allée. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient donc été traînés là par l'impact, mais en m'approchant, j'ai vu la vérité. Ils n'avaient donc pas été traînés, ils avaient été empilés. Des membres pliés à des angles peu naturels, des visages figés dans des expressions de terreur pure et de profondes entailles qui couraient le long de leur torse, comme si une énorme griffe les avait transpercés. Les coupures étaient trop précises
trop délibéré pour être le résultat de débris. Les autres médecins évitaient cette partie de l'avion. Leurs visages étaient pâles et leurs yeux écarquillés par une peur inexprimée. Je me suis forcé à m'approcher, mes mains gantées, tremblant en examinant les blessures. Les bords des entailles étaient décarbonisés, comme s'ils avaient été brûlés en même temps qu'ils étaient infligés. Il y avait là quelque chose de presque chirurgical, mais aucun outil que je connaisse ne pouvait faire de telles incisions. Alors que je me tenais là, le vent a tourné, apportant une nouvelle odeur, maladivement douce, comme de la viande pourrie mélangée à quelque chose d'âcre. Elle aurait été faible au début, mais elle s'est intensifiée au fur et à mesure que j'avançais vers la soute. La porte avait été déchirée, le métal tordu vers l'extérieur, comme si quelque chose avait forcé le passage. À l'intérieur, les murs étaient maculés d'une substance sombre et visqueuse qui ne ressemblait pas à du sang. Elle était plus épaisse, presque goudronneuse, et pulsait faiblement sous la lumière de ma lampe de poche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonnai-je, plus à moi-même qu'à quiconque. Une voix a grésillé sur ma radio, rompant le charme. « Doc, nous avons 2 survivants par ici. Nous avons besoin de vous. » Je me suis détourné de la soute, soulagé et effrayé à la fois. Les survivants étaient l'anide synonyme d'espoir, mais aussi de questions. Des questions sur ce qui s'était passé dans cet avion, et sur le fait de savoir s'ils avaient vu la même chose que ce que je commençais à soupçonner. Les 2 survivants ont été retrouvés à une courte distance de l'épave, blottis l'un contre l'autre sous les restes squelettiques d'une aile. Tous 2 étaient en état de choc. Leurs vêtements étaient déchirés et tachés de sang, mais aucun ne semblait gravement blessé. La première, une jeune femme d'une 20aine d'années, tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine tenir la couverture d'urgence drapée sur ses épaules. Le second, un homme d'une 40aine d'années, était assis, la tête entre les mains, marmonnant de façon incohérente, tandis que des larmes striaient de son visage couvert de suie. Je me suis d'abord agenouillé à côté de la femme, et mon entraînement m'a permis de vérifier ses signes vitaux. Son pouls aurait été rapide, sa respiration superficielle, mais il n'y avait pas de blessure de visible, à part quelques égratignures et ecchymoses. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dis-je, d'une voix aussi posée que possible. « Pouvez-vous me dire votre nom ?» Elle n'a d'abord pas répondu, ses grands yeux sensillés étant fixés sur une horreur invisible, au loin. Finalement, elle allait murmurer. « Anna. »« Anna, » ai-je répété doucement. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Son regard s'est alors tourné vers moi. Son expression était un mélange de confusion et de terreur. « Il est sorti du sol, » a-t-elle balbutié, la voix tremblante. Ce n'était pas censé être là. Ce n'était pas humain. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais j'ai gardé une expression neutre. Qu'est-ce qui n'était pas humain, Anna ? Sa respiration s'est arrêtée et elle a serré la couverture plus fort. La chose dans la soute. C'était énorme, trop gros pour tenir, mais ça a tenu. Elle a déchiré le sol comme si c'était du papier. Ses yeux brûlaient, rouges vifs. Elle s'est alors arrêtée, ses mots se bloquant dans sa gorge alors qu'elle se mettait à sangloter. Je voulais lui demander plus de détails, mais il était clair qu'elle n'était pas en état de continuer. J'ai reporté mon attention sur l'homme, qui n'avait pas bougé et n'avait pas reconnu ma présence depuis mon arrivée. « Monsieur, » dis-je en gardant mon ton calme, « je suis le docteur Miller. Je suis ici pour vous aider. » Il n'a pas répondu, son corps se balançant légèrement tandis qu'il marmonnait. Je me suis rapproché, m'efforçant de comprendre ses paroles. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel, mais ça l'était, a-t-il répété, encore et encore, comme un mantra. Qu'est-ce qui n'était pas réel ? Demandai-je, tout en connaissant déjà la réponse. Il a alors relevé la tête. Ses yeux injectés de sang se sont fixés sur les miens
avec une intensité qui m'a retourné l'estomac. « Ça les a tués », a-t-il dit, sa voix étant à peine plus qu'un murmure. « Il les a transpercés comme s'ils n'étaient rien. Nous avons essayé de l'arrêter, mais nous n'avons pas pu. C'était trop rapide, trop fort. » J'ai jeté un coup d'œil vers l'épave, l'image des corps mutilés défilant dans mon esprit. Qu'est-il arrivé au pilote ? J'ai demandé, même si je n'étais pas sûr de vouloir le savoir. Le cockpit, a-t-il dit, la voix brisée. Il s'est attaqué au cockpit. Il savait comment nous faire tomber. Un nœud froid s'est formé dans ma poitrine à mesure que ces mots prenaient corps. Il ne s'agissait pas d'une violence aléatoire. La chose dans cet avion avait un but, une méthode. Ce n'était pas un simple prédateur, c'était quelque chose de bien pire. Les survivants ont été évacués vers un hôpital voisin peu de temps après, et j'ai dû poursuivre mon travail sur le site du crash. Les militaires ont bouclé la zone, tenant à distance les journalistes et les habitants curieux, mais je pouvais sentir leur regard sur nous, leur chuchotement porté par le vent. Ils voulaient hommes des réponses, mais les seuls qui en avaient étaient bien trop brisés pour parler, ou trop mortes pour s'en soucier. Je suis retourné dans la soute, attiré par une curiosité morbide que je ne pouvais expliquer. La substance visqueuse étalée sur les murs avait séché en un résidu noir et croûteux qui s'écaillait à mon contact. L'odeur de pourriture était plus forte ici, presque insupportable, et je dus lutter contre l'envie de vomir en m'accroupissant pour examiner le sol. De profondes entailles marquent le métal, comme si quelque chose d'immensément fort s'était frayé un chemin à l'aide de ses griffes. Ce qui se trouvait dans la soute ne s'était pas simplement échappé. Il avait éclaté, déchirant l'avion avec une férocité qui défie toute explication. Un doux bruissement m'a figé, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je me suis retourné lentement, ma lampe de poche balayant l'intérieur jonché de débris. Pendant un instant, j'ai cru voir un mouvement, une ombre vacillante juste au-delà de la portée de la lumière. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait rien. « Doc, ça va là-dedans ?» a appelé une voix de l'extérieur, me faisant sursauter. Je me suis redressé, mon pouls continuant à s'accélérer. « Oui », ai-je dit, même si le mot me semblait creux. « Je vais bien. » Mais je n'allais pas bien. Aucun d'entre nous ne l'était. Et alors que je sortais dans la lumière grise du site du crash, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous étions observés. Le site du crash avait une façon d'entrer dans votre peau. Même si vous n'étiez pas dans l'épave, même si vous vous teniez sous le ciel ouvert et que la forêt semblait si éloignée du chaos, il y avait un poids dans l'air qui vous oppressait, vous empêchait de penser, vous empêchait de respirer. Les survivants ont été emmenés, les corps répertoriés et préparés pour l'enlèvement. Mais le travail est loin d'être terminé. La boîte noire, l'enregistreur de données de vol, n'avait toujours pas été retrouvée et sa récupération était notre priorité absolue. L'équipe de récupération s'est dispersée, passant au peigne fin le champ de débris à l'aide de détecteurs de métaux et de scanners portatifs, leurs mouvements étant mécaniques et leurs expressions vides. On espérait que la boîte noire apporterait des réponses, quelque chose de concret pour expliquer ce qui était arrivé au vol 927 de Jeju Air. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas le cas. Les réponses ne se trouvaient pas dans les données ou les défaillances techniques. Les réponses se trouvaient dans les marques de griffes, les yeux rouges brûlants et les chuchotements terrifiés des survivants. Je me suis joint aux recherches par nécessité, même si je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Ma lampe de poche coupait la lumière du jour déclinant, tandis que j'avançais dans les restes tordus du fuselage, les ombres s'allongeant avec chaque minute qui passait. L'odeur de métal carbonisé et de terre brûlée était omniprésente, s'accrochant à mes vêtements et à ma peau, même si j'essayais de l'ignorer. C'est Kowalski, l'un des ingénieurs,
qu'il l'a trouvé. Il a crié depuis la queue de l'appareil, sa voix portant sur le vacarme des équipes de recherche. « J'ai quelque chose !» Nous nous sommes de rassemblés autour de lui, tandis qu'il extrayait avec précaution la boîte noire de l'épave, dont le boîtier orange vif était abîmé mais intact. Il y a eu un moment de soulagement silencieux, une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, cela nous donnerait un peu de clarté. Mais lorsque Kowalski l'a remis à l'équipe technique, son expression s'est assombrie. « Il y a quelque chose d'autre ici », dit-il, la voix mal assurée. Nous l'avons suivi plus profondément dans l'épave, nos lampes de poche projetant des faisceaux déchiquetés sur le métal froissé. Au début, je n'ai pas vu ce qui avait attiré son attention, mais la lumière l'a frappé et mon estomac s'est retourné. Il s'agissait d'un conteneur de la taille d'un petit réfrigérateur, dont la surface était bosselée et brûlée, mais encore intacte. Il n'y avait aucune marque indiquant ce qu'il contenait, seulement un loquet cassé qui pendait inutilement de son cadre. L'intérieur était vide, à l'exception d'un léger résidu qui scintillait sous la lumière, une substance qui ressemblait étrangement à ce que j'avais vu dans la soute. « Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans » marmonne Kowalski en se rapprochant. « Ne le touchez pas, dis-je, la voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Il s'est figé, sa main a frôlé le bord du conteneur avant de se retirer. Quoi que ce soit, ce n'est plus là. Il a acquiescé et s'est éloigné tandis que nous fixions tous le conteneur dans un silence inquiet. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une cargaison standard. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas censé se trouver sur un vol commercial, et les implications de cela étaient plates, presque trop lourdes à digérer. « Sortons-le d'ici », dit finalement Boone, le responsable de la récupération, d'un ton sec. Nous laisserons les responsables s'en occuper. La boîte noire a été transportée dans un centre sécurisé pour y être analysée, et je n'ai pas eu connaissance des détails de ce qu'on y a trouvé. Ce que je sais, c'est que l'ambiance à la base a changé du jour au lendemain. Les aussi responsables sont devenus plus discrets, leurs conversations se déroulant derrière des portes closes et à l'abri des oreilles. Les équipes de récupération ont été débriefées individuellement, leurs rapports étant classés sous le sceau de la sécurité nationale. Quant au conteneur, il a disparu. Personne n'a dit où il était passé, et personne n'a osé le demander. Mais les chuchotements se poursuivent. Les rumeurs se répandent dans les rangs comme une traînée de poudre, toutes plus farfelues les unes que les autres. Certaines affirmaient que l'avion transportait une cargaison biologique expérimentale, une créature conçue en laboratoire et accidentellement libérée. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'une chose ancienne, déterrée et introduite clandestinement à bord par quelqu'un qui ne comprenait pas à quoi il avait affaire. Je ne savais que croire, mais je ne pouvais m'empêcher de penser aux survivants, à leur description de la chose qui avait déchiré la cabine, à leur terreur si brute et viscérale qu'elle ressemblait à une blessure qui ne guérirait jamais. Quelle que soit la créature, elle n'était pas naturelle, ce n'était pas humain, et elle n'était pas censée se trouver dans cet avion. Au fil des jours et des semaines, le récit officiel a pris forme. Le crash du vol 927 a été attribué à une défaillance catastrophique des systèmes causée par une combinaison de problèmes de mécanique et d'erreurs de pilotage. Les médias se sont emparés de l'affaire et ont fait leurs gros titres avec des mots tels que « tragédie » et « accident bizarre ». Les survivants ont été tenus à l'écart des projecteurs, leurs récits étant considérés comme des délires de victimes de traumatisme. Et la vérité, la vraie vérité, a été enterrée sous des couches de bureaucratie et de secrets. Mais les questions n'ont pas disparu, ni pour moi, ni pour quiconque s'est rendu sur le site de l'accident. Nous avions vu les corps, nous avions vu les marques, et nous avions vu la peur dans les yeux des deux personnes qui avaient vécu cette expérience. Je savais qu'il ne fallait pas creuser trop profondément. Dans mon métier,
Les gens qui posent trop de questions ne font pas long feu. Mais même si j'essayais de tourner la page, les souvenirs persistaient, rongeant les bords de mon esprit comme une ombre qui refusait de s'effacer. La boîte noire avait apporté des réponses, mais pas celles que l'on attendait ou que l'on voulait. Je n'ai pas été autorisé à examiner les enregistrements moi-même, mais des chuchotements provenant de l'équipe technique ont filtré jusqu'à nous des rumeurs empreintes de peur et d'incrédulité. Les données étaient incomplètes, corrompues, d'une manière que personne ne pouvait expliquer, mais ce qu'ils avaient réussi à récupérer peignait un tableau plus horrible que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le vol avait commencé normalement, comme l'affirmait la version officielle, mais environ 1 heure après le décollage, l'équipage a commencé à signaler des phénomènes étranges. Le copilote a indiqué avoir entendu un léger bruit de frappe provenant de la soute, comme du métal sur du métal. Mais lorsque les hôtesses de l'air ont vérifié, elles n'ont rien trouvé d'anormal. Peu après, les passagers ont commencé à se plaindre de maux de tête, de nausées et d'un sentiment de malaise inébranlable. Les dernières minutes de l'enregistrement sont un mélange chaotique de cris, de parasites et d'un rugissement étrange qui semble résonner dans tout l'avion. L'enregistreur de la voix du cockpit a enregistré les tentatives frénétiques des pilotes pour reprendre le contrôle, leur voix tremblant lorsqu'ils décrivaient quelque chose se déplaçant dans la cabine. Quelque chose d'énorme, avec des yeux rougeoyants et des griffes qui déchiraient l'acier comme s'il s'agissait de papier. La dernière chose que l'on entend sur l'enregistrement est un seul mot, crié par le capitaine avant que la transmission ne soit coupée. Monstre. Ce mot m'est resté en tête, comme une écharde que je n'arrivais pas à enlever. C'est un mot qui ne s'explique pas, qui a transformé le crash du vol 927 d'une tragédie en un cauchemar. Et pourtant, le rapport officiel n'en faisait pas mention. Les données de la boîte noire ont été classées, l'enregistrement scellé là où personne ne l'entendra plus jamais. La vérité, une fois de plus, a été enterrée. Les survivants, Anna et l'homme qui se faisait appeler Park, ont été placés dans un centre sécurisé pour une évaluation plus poussée. Je n'ai pas été autorisé à les voir, mais j'ai réussi à tirer quelques ficelles et à mettre la main sur leurs dossiers médicaux. Les résultats étaient aussi bizarres qu'inquiétants. Les 2 survivants présentèrent des signes de traumatisme psychologique grave, ce qui était prévisible compte tenu de ce qu'ils avaient enduré. Mais ils présentaient également des anomalies physiques. Rythme cardiaque élevé, ondes cérébrales, anormales et taux de cortisol élevé, ce qui laissait supposer une exposition prolongée à un stress extrême. Le dossier de Park fait état d'étranges cicatrices sur ses bras et son torse, peu profondes mais délibérées, comme si quelque chose avait tenté de le marquer. Mais c'est le dossier d'Anna qui m'a arrêté net. Ses analyses de sang ont révélé des traces d'une substance non identifiée, quelque chose qui ne correspond à aucun composé connu. Les médecins ne pouvaient donc pas dire avec certitude ce que c'était, mais leurs notes suggéraient que cela pouvait être lié aux résidus trouvés dans la soute et à l'étrange conteneur que nous avions découvert. J'ai refermé le dossier, les mains tremblantes. Quoi qu'il y ait eu dans cet avion, les survivants avaient été marqués d'une manière qu'aucun d'entre nous ne pouvait comprendre. Et s'ils s'étaient échappés dans la forêt entourant le site du crash, qui savait de quoi il était capable? La base est devenue plus silencieuse au fur et à mesure que l'enquête avançait, mais la tension qui régnait dans l'air ne s'est jamais dissipée. Les gens se déplaçaient avec détermination. Leurs visages étaient vides et illisibles, mais il y avait un courant de peur sous-jacent que personne n'osait reconnaître. Le récit officiel était en place, les médias étaient passés à autre chose et les décombres avaient été nettoyés. Mais pour ceux d'entre nous qui étaient là, la vérité était un poids que nous portions en silence. Un soir, alors que j'étais assis, seul dans mes quartiers, et que je relisais mes notes pour ce qui me semblait être la 100e fois,
On a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Kowalski debout, le visage pâle et les yeux écarquillés par quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, sa voix dépassant à peine un murmure. Je l'ai fait entrer et il a sopina. Et il a arpenté la pièce nerveusement, ses mains tripotant le bord de sa casquette. « Il dissimule Balafère », a-t-il finalement déclaré, ses mots s'échappant dans la précipitation. La chose dans cet avion n'était pas censée être là. C'était une sorte d'expérience, quelque chose qu'il transportait en secret. J'ai froncé les sourcils, l'estomac noué. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il s'est arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé, l'air sombre. J'ai fait quelques recherches. Le conteneur que nous avons trouvé n'était pas une cargaison. C'était une cellule de détention, et quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce n'était pas censé être laissé dehors. Je secoue la tête. J'ai du mal à assimiler ces paroles. Tu dis qu'ils savaient? Qu'ils ont fait exprès de le mettre sur un vol civil? Kowalski a hoché la tête, la mâchoire serrée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils essayaient de le déplacer discrètement, ou peut-être qu'il s'est détaché avant qu'ils ne puissent le contenir. Mais dans tous les cas, ils ont merdé. Et maintenant, ils essaient de s'assurer que personne ne le découvre. Je m'assis lourdement, le poids de sa révélation s'installant sur moi comme une chape de plomb. C'était logique, d'une manière malsaine et tordue. Le conteneur, les résidus, la façon dont les autorités étaient intervenues, si rapidement pour tout arrêter, tout cela indiquait une dissimulation de grande ampleur. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je, la voix creuse. Kowalski a hésité, puis a secoué la tête. « Nous ne faisons rien, nous ne faisons rien. Ils se sont déjà assurés que cette histoire ne verrait pas le jour. Si nous insistons, nous finirons comme tous les autres passagers de cet avion, une victime de plus dans leur expérience. » Les jours ont ensuite passé dans le flou, chacun se fondant dans le suivant, tandis que j'essayais d'accepter ce que j'avais appris. Le crash du vol 927 s'effacerait dans l'histoire. On ne s'en souviendrait que comme d'un accident tragique. Ses victimes pleuraient, mais oubliées. Les survivants disparaîtraient, leurs surrécits étant considérés comme des divagations d'esprits traumatisés. Et la chose qui avait causé tout cela, le monstre, resterait un secret, caché dans l'ombre, là où il devrait être. Mais je ne pouvais pas oublier. Je le vois encore dans mes rêves, les yeux rouges de brûlant et les cris qui remplissent la cabine alors qu'ils déchirent les passagers. J'entends encore les récits chuchotés des survivants, leurs voix tremblant sous le poids de ce qu'ils ont vu. Et je ressens encore le silence oppressant de la soute, le sentiment que quelque chose d'anormal s'y trouvait, quelque chose qui n'aurait jamais dû venir au monde. La vérité est peut-être enterrée, mais elle est toujours là, attendant d'être découverte, et un jour, je le crains, elle ressuscitera.